Bonjour, on commence aujourd'hui le chapitre 2 qui s'intitule l'immunité adaptative ou bien encore l'immunité spécifique ou l'immunité acquise, tout ça c'est la même chose. Alors, on a vu ensemble, on est quasiment malade puisque dès qu'on a une infection, la réaction inflammatoire aiguë se met en place, ce qu'on appelle l'immunité innée. Mais il arrive que les microbes se développent de façon trop importante et donc cette réaction inflammatoire innée se fait déborder. Dans ce cas-là, se met en place ce qu'on va découvrir, la réaction adaptative. Alors on va commencer par présenter les cellules de la réaction adaptative. C'est des cellules dont vous avez déjà entendu parler puisqu'il s'agit des lymphocytes. Alors lorsqu'on regarde au niveau microscope optique une lame de sang, on repère très bien ces cellules globules blancs qui ont un gros noyau ici présent. Alors tout ça c'est en fausse couleur, ce sont les lymphocytes. Ces lymphocytes sont présents dans le sang, sont présents dans la lymphe, mais aussi dans les ganglions lymphatiques. Souvenez-vous de toutes ces zones où sont localisées des réserves de globules blancs, on en discutera. Alors vous avez la même chose ici au microscope électronique à transmission, en fausse couleur, où vous repérez le gros noyau. Ce qui va être intéressant, bon, les petits chiffres que vous avez là, pourquoi pas, mais voilà, il va falloir impérativement que vous reteniez les trois types de cellules qui sont présentés en bas à droite, qui sont schématisés. En effet, il y a trois types différents de lymphocytes. Les lymphocytes B, les lymphocytes T. Et parmi les lymphocytes T, certains vont être appelés TCD4 et TCD8. Qu'est-ce qui va distinguer ces différentes cellules? Eh bien, ce sont leurs récepteurs. À la surface, les lymphocytes B possèdent des molécules qu'on appelle des récepteurs B, et les lymphocytes T vont posséder des molécules qu'on appelle des récepteurs T. Ce qui va distinguer lymphocytes T, CD4, CD8, eh bien, c'est d'autres molécules qu'on appelle des marqueurs CD4, CD8. Donc je vous demande vraiment de bien connaître dès le début et de bien intégrer ces trois types de lymphocytes qu'on ne distingue pas au microscope optique. Alors maintenant qu'on a présenté très brièvement les trois types de lymphocytes, on attaque notre grand 2 qui va être de découvrir une réaction qui fait intervenir des molécules et ces réactions, c'est ce qu'on va appeler une réaction de type humoral. Humoral, ça veut dire qui fait intervenir des molécules. Alors, information importante concernant le sang, lorsqu'on prend du sang et lorsqu'on le centrifuge, eh bien on va pouvoir séparer ce qu'il y a dans le sang, et puis vous connaissez un peu tout ça. Ce qui va être lourd, ça va tomber au fond, ce qui est lourd ce sont les cellules, donc des globules rouges, et puis on va avoir beaucoup moins de globules blancs à ce niveau-là. Et puis tout ce qui n'est pas cellulaire, eh bien, c'est ce qu'on va appeler le plasma sanguin. Le plasma sanguin, c'est quoi? Et ça, je l'ai mis en rouge parce que je veux vraiment que vous compreniez ça. Ça va être important pour les exercices. C'est donc le liquide du sang qui contient de l'eau et puis des molécules, dont des protéines. Et vous vous doutez bien que ça va être important. Ce plasma, on va pouvoir aussi l'appeler sérum. On va pas trop rentrer dans la subtilité entre plasma et sérum. Dans les exercices, l'un et l'autre égale un liquide qui ne possède plus de cellules, globules rouges, globules blancs. Alors, les propriétés des anticorps, puisque ce sont elles, ces fameuses molécules qui vont intervenir dans la réaction humorale, c'est ce qu'on appelle aussi ces anticorps des immunoglobulines. Donc, votre document 1, page 284, le voici. Alors, qu'est-ce qu'on a lorsqu'on utilise ce type de document? C'est assez simple. On va avoir ici la courbe verte, les symptômes de réaction inflammatoire suite à une infection. Lorsqu'un virus rentre dans notre organisme, eh bien naturellement il se développe. On voit ici la courbe violette avec une augmentation. Et puis on voit ici que ça commence à stagner, mais c'est pas une vraie stagnation. Notre virus continue à se développer. Alors pourquoi ça stagne? Eh bien c'est la réaction inflammatoire, c'est la phagocytose, vous voyez, qui a lieu dès le début de l'histoire. Et progressivement, eh bien notre virus n'arrive pas à être éliminé, et donc on arrive à une sorte de plateau. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien si on regarde en bas,
on voit notre courbe bleue à partir du 4e jour ici. On voit l'apparition dans le sang, hein, dans le plasma sanguin, eh bien, de molécules qu'on appelle les anticorps. Et là, bizarrement, à partir du moment où les anticorps apparaissent, hein, vous voyez, progressivement, notre virus, hop, va diminuer. D'accord? Donc on va avoir, dès que les anticorps apparaissent, notre réaction inflammatoire est fortement diminuée au profit, hein, de cette augmentation de concentration d'anticorps dans le sang. Donc on voit bien que les anticorps ont un rôle important dans la défense immunitaire. Ce rôle, on va le comprendre. Alors, je vous ai mis ce que j'ai dit à l'oral de façon un peu plus précise. Donc, augmentation de la concentration d'anticorps, seulement, attention c'est important, les anticorps apparaissent au bout du 4e, 5e jour. Ça veut donc dire qu'ils ne sont pas là avant, hein, d'où cette idée d'une immunité qu'on va acquérir, hein, l'immunité acquise, on va en reparler. Alors, document 2, page 84, alors ça, bon, je vous le montre parce que c'est intéressant. On a pris un lapin et on lui a mis une protéine de bœuf. Alors forcément, ça, c'est pas une protéine qui lui appartient. Et 8 jours après, on réalise, hein, ce que vous avez ici, une électrophorèse. Alors ce que je sais, hein, j'ai pris les étapes qu'on fait lors de l'étude de doc. Hein. Donc ce qu'on sait, c'est que l'albumine de bœuf, eh bien, ça n'appartient pas au lapin. C'est donc une molécule étrangère. On peut dire que c'est un antigène. Alors le constat, le voici. On a un lapin témoin à qui on n'a rien injecté. Et on constate, vous savez comment fonctionne une chromatographie, hein. Donc ici il y avait le dépôt et puis progressivement les molécules se sont séparées, hein, par leur masse, par leur charge aussi. Et donc ici vous avez donc, pour faire simple, 1, 2, 3 traits chez le lapin témoin qui correspond à l'albumine, l'alpha-globuline et puis la bêta-globuline. Et le lapin immunisé possède une autre bande, c'est des globulines gamma. Donc on en déduit que le fait d'avoir introduit un antigène, ça a provoqué, hein, la fabrication, la synthèse de ce qu'on appelle une immunoglobuline gamma. Nous, on parlera d'anticorps, hein. C'est la même chose. Donc voilà, c'est apparu après, ce qui montre bien que ici on a affaire à une immunité qu'on va acquérir, que le lapin a acquis parce qu'il a été contaminé. En tout cas, il a été infecté par une protéine étrangère. Alors, comment agissent ces anticorps? Ça ressemble à quoi un anticorps? D'où est-ce que ça vient? Voilà, hein, tout ce que il va bien falloir comprendre. Alors, j'ai trouvé une vidéo sur internet qui est très bien, et du coup, ça m'évite d'en refaire une. Vous allez aller voir cette vidéo, hein, et puis prendre des notes, et puis bien la comprendre, être capable de la refaire. Moi, je vais directement, dans la suite, hein, considérer que vous avez vu la vidéo, et donc arriver au bilan, à ce qu'il faut vraiment retenir. Mais allez voir la vidéo, c'est essentiel. Alors, dans la vidéo, on vous a présenté ce que c'était qu'un anticorps et donc vous avez la structure à savoir refaire. C'est impérativement de refaire d'être capable de refaire ce schéma-là. Alors c'est assez simple, hein, on va dire ça. Un anticorps, c'est 4 molécules protéiques, hein, qui sont reliées entre elles. Vous avez ici en violet des molécules lourdes. Alors j'insiste, hein, là c'est schématique, mais ce sont des acides aminés, hein, c'est une succession d'acides aminés accrochés. Vous avez donc 2 molécules lourdes, parce qu'elles possèdent beaucoup d'acides aminés, qui sont identiques. Donc on les a fait en violet toutes les deux, hein, deux chaînes lourdes. Et puis vous avez 2 chaînes légères, qui elles aussi sont identiques 2 à 2, qu'on a fait ici en jaune. Ces chaînes sont reliées par ce qu'on appelle des attractions de disulfure, hein, des ponts disulfure. Et ce qui est très important, c'est que tout ce qui est en plein, qui n'est pas en hachuré, eh bien, c'est des zones qui sont constantes, on va dire, hein, pour faire simple, pour tous les anticorps. D'accord, je simplifie. Tous les anticorps ont exactement la même région qu'on appelle la région constante. Ce qui va changer d'un anticorps à l'autre, eh bien, c'est tout ce qui est en hachuré ici. C'est ce qu'on appelle les régions variables. D'accord? Donc cet anticorps en forme de Y, au niveau de ses bras, d'un anticorps à l'autre, eh bien vous n'avez pas les mêmes acides aminés. Et du coup, il faut voir ça un petit peu comme un panier. Le fait de ne pas avoir les mêmes acides aminés, la partie terminale ici, hein, elle n'est pas la même d'un anticorps à un autre. D'accord? Ici et là, ça va dépendre des anticorps.
Alors, je pense que vous devinez un petit peu l'intérêt de la chose. Donc ça va refaire. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'un antigène est en contact avec un anticorps? Déjà, c'est quoi un antigène? Eh ben, c'est une molécule qui est reconnue comme étant étrangère à notre organisme et surtout qui déclenche une réaction immunitaire spécifique, c'est-à-dire qui fait intervenir des anticorps. Définition à bien connaître parfaitement. Alors, si on prend ici, c'est le virus de la grippe, j'aurais pu prendre une bactérie, et bien finalement, on constate qu'il y a énormément de molécules qui ne nous appartiennent pas, puisqu'elles appartiennent au virus. Ces molécules, ici en vert et en orange, eh bien, ce sont des antigènes, tout simplement. Alors là, vous avez un schéma intéressant. Vous avez ici à droite, je vais commencer par la droite, en forme de Y, vous reconnaissez un anticorps qui est libre. Donc là, on est au microscope électronique à transmission. Et puis là, lorsqu'on regarde ici, c'est un peu plus flou, mais le schéma vous aide à comprendre les choses. Eh bien, vous retrouvez nos petits Y, d'accord, ici présents, et chaque anticorps, eh bien, va s'accrocher, hop, vous voyez ici, à une antigène, à une molécule de type antigène. Et donc voilà, ça nous fait un paquet, c'est-à-dire des anticorps qui sont reliés à des antigènes, et ces paquets-là, c'est ce qu'on appelle des complexes IMA. D'accord? Donc ça, c'est important. Finalement, le rôle d'un anticorps, c'est de reconnaître spécifiquement un antigène et de s'y lier pour former ce qu'on appelle un complexe IMA. Le mot est à connaître, complexe IMA. Donc vous avez d'autres exemples dans le document 4, page 285 de votre livre. Alors, je vous ai fait un schéma pour vraiment bien comprendre, où vous avez ici une bactérie, d'accord, pourquoi pas, et puis à sa surface, elle a plusieurs molécules qui lui appartiennent, qui ne sont donc pas des molécules qui appartiennent à notre organisme. Et je vous ai mis ici de différentes couleurs, et bien 1, 2, 3, 4 anticorps différents. Pourquoi ils sont différents? Ils ont tous la même région constante. C'est dans la partie terminale où, rappelez-vous, ils ont pas les mêmes acides aminés. Donc la forme de cette partie terminale n'est pas la même. Et donc j'ai schématisé ça de différentes façons pour que vous compreniez bien. L'anticorps 2 va reconnaître cet antigène de la bactérie. L'anticorps 1, lui, il est capable de reconnaître ces molécules en forme de demi-sphère, etc., etc. Donc vous voyez, on a bien ici cette reconnaissance spécifique. Un anticorps ne peut se fixer que sur un antigène bien précis. Et puis tout à droite, je vous ai mis ici un anticorps libre qui va s'accrocher à des toxines, d'accord, des toxines fabriquées par telle ou telle bactérie. Donc ce qui est important, c'est de voir l'effet de tout ça. L'effet de tout ça, c'est que une fois que notre bactérie, notre virus ou bien notre toxine est recouvert d'anticorps, eh bien ça ne peut plus se diviser. En tout cas, la bactérie est incapable de se diviser, le virus est incapable de rentrer dans les cellules, et puis la toxine, elle est incapable d'agir, elle peut plus faire de mal, puisqu'une toxine, elle va agir en se fixant sur des récepteurs de nos cellules. Eh bien, si elle peut plus se fixer, elle ne peut plus faire de mal. D'accord? Donc l'idée, c'est ça. Ces complexes IMA vont stopper l'infection. Voilà, vous avez un autre exemple dans votre bouquin où là on vous montre que le virus ne peut plus rentrer dans les cellules. Donc vous voyez que c'est plutôt efficace. Lorsque vous avez des millions d'anticorps qui sont fabriqués, qui viennent se fixer sur les bactéries, les virus, les toxines, eh bien au final l'infection est stoppée. Alors pour finir, que deviennent tous ces complexes IMA? Ils vont pas rester traînés dans le sang. Vous avez document 6, page 287, vous retrouvez un macrophage. Et ce qu'on voit, c'est qu'à la surface des macrophages, vous avez des récepteurs. Des récepteurs de la partie constante des anticorps. En effet, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que une fois à avoir été en contact avec un antigène, eh bien nos anticorps vont venir se fixer sur les récepteurs et vont faciliter la phagocytose. Donc ça, c'est exceptionnel et c'est pour ça que la partie est constante chez tous les anticorps, de façon à ce que la fixation entre la partie constante et le récepteur des phagocytes se fasse de façon simple. Alors, voici le document qui le montre. Vous avez une bactérie recouverte d'anticorps et on voit très bien ici que nos anticorps vont se fixer sur les récepteurs membranaires de notre
phagocytes, et du coup la phagocytose va être faciliter la reconnaissance de l'élément pathogène et faciliter la digestion se fait. Donc vous voyez, hein, ça va en plus permettre une phagocytose plus simple et une reconnaissance qui va aider à l'élimination des millions de bactéries, millions de virus qui traînent. Alors, ce qui est important pour finir, c'est qu'un individu qui possède des anticorps est un individu qu'on va dire séropositif. D'accord? Donc je vous laisse lire tout ça, et nous on va se poser la question, quelles cellules produisent les anticorps?